Interrompu par la disparition de Serge Vallon en 2021, les Cafés Psy, dont il était le maître d'œuvre à la librairie Ombre Blanche depuis 2015, reprenaient leur cours avec la présence, samedi 15 octobre 2022, de Maryse Perrin et de Catherine Jaune pour Corps en relation sur le développement précoce et les nouvelles pratiques holistiques en psychomotricité. Alors bonjour à tous et bienvenue. Je suis Maryse Perrin, je suis psychologue clinicienne, psychanalyste. Et après avoir longtemps travaillé en institution, maintenant je ne pratique plus qu'en libéral. Je suis contente de réouvrir un cycle de Café Psy. Contente parce que tous les Cafés Psy qui se sont déroulés de 2015 à 2020 ont été des moments de rencontres fructueuses, des moments d'échange très ouverts et des moments de réflexion partagée. Alors je suis contente pour ça, mais je suis aussi triste aujourd'hui parce que c'est Serge Vallon qui avait initié, pensé, créé, organisé ces Cafés Psy. Et Serge Vallon est mort en avril 2021. Il se trouve que Alain Grimaud, qui est là, et moi-même, nous avions été conviés par lui à participer au choix des thèmes et à organiser ces cafés pendant toutes ces années. Quand il est mort, voilà, nous n'avons pas forcément eu l'idée de réenclencher cette démarche, mais Christian Thorel est venu frapper à la porte de Alain Grimaud en lui demandant de réenvisager, de remettre en place ces rencontres. Peut-être, Alain, tu peux dire... Merci Maryse. Eh bien, écoutez, effectivement, c'est une histoire d'amitié, quoi, donc. Et vraiment, je suis très heureux d'être là. Puis c'est un moment toulousain qui est précieux, hein, comme plein d'autres moments toulousains. C'est quelque chose qui fait partie de l'esprit du lieu, donc. Et c'est peut-être pour ça que Tristan, il va intervenir, mais au mois de juin. Que Christian Thorel, je crois, tenait à ce qu'il y ait quelque chose autour du soin qui ait son lieu et son moment dans la librairie, quoi. Donc voilà, bon, Christian Thorel, c'est l'ancien directeur de la librairie Ombre Blanche, qui est toujours très actif dans la politique culturelle aujourd'hui de la librairie, quoi. Voilà, donc c'était important pour lui, et je crois qu'il faut le saluer et le remercier, qu'il y ait un moment dans la librairie sur la question du soin de façon très large, hein, et de l'accompagnement, des sciences humaines, des pratiques institutionnelles et de la question du collectif, hein, c'est-à-dire le collectif comme outil de soin. Alors le soin, évidemment, c'est important pour Christian, et c'est pour ça qu'on est là, hein, je veux dire, il n'y a pas... le soin, c'est pas simplement une affaire en vis-à-vis individuel d'experts soignants et de personnes ayant besoin de soins. C'est vraiment une question de collectif, hein. Parce que quand quelque chose va pas bien chez quelqu'un, c'est quand même le lien, hein, de cette personne. Ces liens internes qui vont pas bien, mais c'est aussi ces liens avec son entourage. Et c'est vraiment, la question du soin est une question de lien, et c'est donc une question de collectif. Donc c'est important qu'il y ait ces petits moments collectifs pour traiter de la question du soin de façon complètement ouverte. Et là, on est vraiment dans l'esprit de quelque chose, bon, qu'on peut appeler peut-être la psychothérapie institutionnelle aussi. Bon, voilà. Donc il y avait tout ça qui tournait un peu dans la bassine, avec de l'amitié, et avec la disparition de Serge. Et bon, on s'est dit, on va attendre un peu. Il y aura peut-être quelque chose qui va venir, des idées. On aura peut-être envie. On trouvera peut-être des partenaires. Et puis, les partenaires, ils ont été trouvés, parce qu'il fallait quand même des appuis, hein. Ils vont beaucoup parler d'appui aujourd'hui, hein, les psychomotriciens. Il faut des appuis pour faire quelque chose, hein, pour lancer un mouvement quelconque, hein. Les appuis, on les a trouvés, évidemment, bon, Maryse et moi, mais c'était pas suffisant, il fallait qu'on soit appuyés. On les a trouvés avec la revue En Pan et le comité de rédaction de la revue En Pan, qui est un outil formidable, hein, cette revue, et la façon dont elle est fabriquée. Donc je veux saluer cette revue, hein, dont j'ai la chance de faire partie depuis longtemps. Et c'est dans ce comité de rédaction qu'un jour,
Ben, ça m'est venu vraiment spontanément. Je leur ai dit, mais bon, ça vous intéresserait pas quand même qu'on réfléchisse au Café Psy, qui est là en jachère, qui est peut-être là en attente, enfin. Ouais, ils ont dit oui, tiens, mais c'est intéressant cette histoire. Bon, voilà, hein. Et ça a été le relais décisif, quoi. Voilà. Donc, hein, Torel, hein, Maryse, Torel, Rémi Pouillet-Lo, hein, rédacteur en chef de Rue en Pan, que nous avons la chance d'avoir ici, qui était déjà là hier soir, hein, pour son bouquin. Et voilà un petit peu comment la mixture s'est faite. Alors, moi, je vous raconte l'histoire de la mixture et pourquoi on est là aujourd'hui. Et on a la chance et le plaisir de vous accueillir et de travailler autour de la psychomotricité. Merci. On peut rajouter d'autres personnes, hein, ce petit collectif qui va travailler tout au long de l'année à mettre en place les cafés psy. Donc je vois Blandine Poney qui est là, devant. Il y a aussi Julien Boutonnier, que je ne connais pas, mais bon, voilà, qui va prendre part à l'organisation des cafés. Donc, vous l'avez compris, le thème des cafés cette année, c'est le corps. Alors, je dois dire que ça a été très rapidement trouvé dans ce petit groupe. On s'est réunis un après-midi et le thème du corps est apparu. Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense que l'immédiate, c'était qu'on venait de voir le film de Kaplich, dont le titre est « Encore ». Alors, ce film nous avait fait du bien. Je pense qu'on sortait de la période Covid, donc ça nous avait donné de l'élan. Et c'était aussi pour des soignants intéressant, je pense, parce que dans ce film, une danseuse a un accident pendant un des spectacles et le pronostic médical est qu'elle ne pourra plus danser. Or, il se trouve que grâce à des rencontres et à un désir puissant, elle retrouve le chemin des plateaux de danse et elle redevient danseuse. Alors, pour des soignants comme nous, c'est intéressant parce que certes, il y a le destin, il y a les coups du sort, et on sait que parfois on ne peut rien y faire, mais parfois on peut les déjouer, justement grâce à du désir et à des rencontres. Donc ça nous a aussi, je pense, enthousiasmés pour cette raison-là. Et puis nous sortions quand même d'une longue période marquée par le virus, avec ce que ça avait de contraignant, notamment au niveau des corps. On se souvient tous des gestes barrières, du gel hydroalcoolique, on se souvient du confinement, on se souvient des quarantaines, du masque. Donc tout ce qui est venu finalement retenir nos élans qui passent par le corps et qui là été empêché. Hein, le distanciel est venu remplacer le présentiel. Enfin, c'était des éléments comme ça très perturbants et très contraignants. Je pense que réfléchir au corps est venu aussi de cette... c'est une des conséquences, je pense, de cette période où des naissances se sont passées, on le sait, sans autour. Des gens sont morts dans la solitude. Et puis des gens ont traversé la maladie dans un grand isolement. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était à la fois très partagé, puisque c'était quasiment universel, et en même temps, ça nous plongeait dans beaucoup de solitude. Donc, voilà, la question des corps, du corps en mouvement, du corps en relation, il me semble que c'est pas pour rien qu'elle est venue après cette période-là. Voilà. Alors, je vais aussi quand même très vite lire ce que Serge Vallon avait écrit à propos de l'idée qu'il se faisait des cafés psy, parce que ça dit dans quel esprit on travaille quand on se réunit. Il disait ni conférence savante, ni consultation sauvage. Un café psy vise modestement à faire circuler des savoirs et des représentations sur nos processus psychiques, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc on va aujourd'hui réfléchir au thème du corps en partant du commencement, en partant des tout petits. Et pour ça, on a deux intervenantes, deux invités. Catherine Jaune, qui est pédopsychiatre, et Kitry de Ferrière, qui est psychomotricienne.
Donc je vais leur laisser la parole, mais bon, je vais mettre mon petit grain de sel avant. Et je vais vous lire une citation de Juliana Ajuria-Guerra, dont on dit qu'il est un des fondateurs de la psychomotricité. Vous le confirmerez ou pas, je ne sais pas. L'étude de l'enfant, dit-il, permet de dépasser l'opposition entre les théories organicistes et psychogénétiques. Si l'on veut dépasser les contradictions entre ce qui est d'ordre biologique et ce qui relève du psychologique, ou entre le psychologique et le sociologique, il faut étudier l'homme dès le commencement. Voilà, nous y voilà. Alors, quand un bébé vient au monde, il s'y arrime et s'y situe grâce à un ancrage corporel et à un étayage relationnel. La formule de Winnicott, un bébé seul, ça n'existe pas, dit que la dépendance résultant de la prématurité du petit humain à la naissance est un fait d'existence. Cette formule de Winnicott et la déclinaison qu'il propose des soins nécessaires au développement global de l'enfant qu'il propose, et la déclinaison des soins au développement global de l'enfant, avec en particulier les notions de holding et handling, dit combien le corps en relation est au fondement même de l'humain. Se pencher sur cette question-là, c'est se confronter à la question des rapports entre le corps du bébé et la pensée naissante, c'est tenir compte de l'étroite intrication somato-psychique, c'est interroger la notion d'intersubjectivité et celle de subjectivation. La psychomotricité semble s'inscrire au cœur de ces préoccupations-là. Il en résulte que les pratiques en psychomotricité occupent une place importante dans l'accompagnement thérapeutique interdisciplinaire des tout-petits. Voilà, vous êtes là pour nous en parler. Alors avant, je vais me permettre de lire quelques bribes d'un livre dont le titre est « Leur enfance ». C'est un livre d'un philosophe. Et ça m'a paru intéressant de vous faire entendre ce qu'il dit, parce que c'est un homme. C'est assez rare qu'un père vienne témoigner de ce que la naissance de ses enfants vient faire dans son corps. Donc, il est père de 2 jumeaux et ça l'amène à réfléchir. Alors, j'ai essayé de trouver des bons passages. La responsabilité à l'égard de cette vie qui n'est pas la mienne est désormais entrée dans mes os et en modifie la densité, le poids et les dimensions. Mon propre corps change, le corps ancien craque, qui n'est pas fait pour cette nouveauté, et c'est sans retour. Je continue. La responsabilité est un mot, beau et vrai, qui tarde à s'inscrire dans la chair ou que la chair oublie. La naissance lui fournit une occasion de s'incarner et du moins de s'incorporer, de prendre corps ou de faire corps. Elle change le corps. Et pour finir, et je vous donne la parole, nés depuis quelques heures, mes jumeaux sont infiniment fragiles. Le monde entier pèse sur eux. Mais c'est mon corps qui a perdu son immunité constitutive, comme s'il répercutait aussi à son échelle la révolution que le corps de leur mère, les portant jusqu'à la naissance, avait vécue. Une involution des systèmes de défense qui le constituent structurellement, une immunisation contre les effets agressifs du système immunitaire pour préserver ce que le corps identifie d'abord comme un corps étranger et pathogène. Alors, comme si non seulement la naissance, mais leur enfance, toute leur enfance, qui est naissance continue, avait pour corollaire nos 2 corps démunis, à elle qui les a portés et à moi qui les tiens, corps continuellement accueillant en un sens, au-delà des lois symétriques de la répulsion et de la fusion, qui caractérisaient et constituaient jusque-là leur corporéité. Et je m'arrête là. Bon, voilà, j'ai pensé que ce texte pouvait nous engager dans la réflexion du corps et de ce que la naissance d'un nouveau-né fait au corps de ceux qui l'accueillent.
Merci et bonjour. Alors, moi, je travaille depuis quelques années en CMPP, ma collègue également. Donc, c'est à ce titre que nous intervenons autour du travail en psychomotricité, en CMPP, avec des enfants. Alors là, en l'occurrence, on va vous parler d'accompagnement d'enfants très petits, bien que le CMPP soit bien sûr ouvert de 0 à 18-20 ans. Hein. Mais l'approche vraiment corporelle en psychomotricité peut s'adresser à tout âge, hein, mais là, on s'est centré sur le tout début. Une des antennes, le CMPP, anciennement appelé Capitoul, rebaptisé Val-Garonne depuis quelques années, tout simplement parce qu'on a fusionné avec le Nez-Bouzan, qui est aussi une antenne du commun joie de l'ASEI, hein, donc on a retrouvé un nom commun, donc s'appelle maintenant Val-Garonne, a 9 antennes sur le secteur nord de Toulouse et également Saint-Gaudens. Parmi ces 9 antennes, nous avons créé, créé une antenne consacrée qu'on appelle pôle petite enfance, à la toute petite enfance, dans laquelle les enfants rentrent avant l'âge de 3 ans. Donc, ils peuvent rentrer vraiment très petits. La plupart du temps, ils nous sont adressés par des médecins de PMI ou de crèche. Et ils ont donc été souvent repérés ou par leur pédiatre également, ou par l'hôpital. Et un des motifs très fréquents d'adressage, c'est le retard de développement portant aussi sur la psychomotricité, mais pas exclusivement. Hein. Moi, j'ai constaté depuis que je suis arrivée au CMPP, mais je l'avais déjà constaté par le passé en ITEP, hein, à quel point l'approche corporelle pour des enfants qui ont des difficultés d'élaboration et des difficultés à verbaliser, à élaborer, qui sont beaucoup dans l'agir, à quel point l'approche par le corps pouvait être intéressante. Et ce, depuis, chez des enfants éventuellement, donc a fortiori chez des enfants tout petits. Donc la psychomotricité en CMPP a vraiment une place centrale. Je parle des CMPP, mais CMP c'est pareil. Hein. Hôpitaux de jour également, enfin tous les services de soins. Mais en tout cas, chez nous, c'est le cas. Et cette psychomotricité, elle se décline individuellement, groupalement. On prend beaucoup appui sur des groupes. Hein. Il y a toutes sortes de groupes. Il y a beaucoup de groupes sensorimoteurs, précisément, inspirés des approches Bullinger. Certains sont centrés sur des groupes avec des enfants qui ont des graves troubles de l'accès à l'oralité alimentaire, hein. Qui peut mettre en péril leur développement, même somatique. Très souvent, ce sont des enfants avec autistes, à des niveaux d'autisme différents. Donc, je disais, individuel, groupal, avec des médiations de toutes sortes. Là, on va vous parler des médiations sensorimotrices, mais on a des groupes à médiation équestre, on a des groupes à médiation d'expression corporelle, on a Cynthia, ici présente, a un groupe de thérapie d'échange et de développement. Avec ça, c'est aussi une modalité d'approche un peu particulière des enfants autistes qui est extrêmement fructueuse, qui est beaucoup pratiquée au CHU de Tours, hein, je crois. Voilà. Donc, la mise en jeu du corps est absolument fondamentale, la prise en compte du corporel. Et pour être thérapeutique, comme beaucoup d'approches avec l'enfant, elle doit être ludique, c'est-à-dire qu'elle doit être centrée sur le plaisir. Et elle doit prendre appui sur un corps qu'on va chercher le plus possible à unifier, une sensorialité en particulier qu'on va chercher à unifier. On va beaucoup vous parler de sensorialité, là. Alors, un petit rappel, chez l'enfant avec trouble autistique, quel que soit son niveau, d'une manière constante, parce que vous savez, maintenant on parle de spectre de l'autisme, hein, donc il y a un spectre effectivement très large avec des manifestations très variables en intensité, mais qui sont néanmoins toujours les mêmes, hein, plus ou moins importantes, avec plus ou moins d'impact sur le relationnel. Et une constante, c'est le trouble de l'intégration multisensorielle. Ça, c'est une constante chez l'enfant avec autisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet enfant, il est incapable de traiter de façon cohérente les informations qui lui viennent de son environnement.
il ne peut pas les traiter de façon cohérente. Il en est littéralement assailli. Il en est assailli, ça veut dire qu'après, ça retentit en cascade sur son attention, sa compétence à rentrer dans des activités de représentation, donc la relation à l'autre, etc. La sensorialité est donc tout à fait fondamentale et elle se manifeste soit par une hypersensorialité, donc ce sont des enfants qui ont une réactivité. Alors, ce qu'on trouve le plus fréquemment, très précocement, troubles de l'oralité alimentaire, une hypersensibilité tactile, qui sont extrêmement irritables, une hypersensibilité auditive avec des enfants qui se bougent beaucoup les oreilles. Ça peut être aussi une hyposensibilité, par exemple un seuil, des enfants qui se cognent et qui n'ont absolument aucune réaction, un seuil de perception de la douleur qui est très abaissé, ou des enfants qui mettent des objets et qui avalent des objets très très durs, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Et ça peut être aussi donc hypersensibilité, hyposensibilité ou des recherches sensorielles sur une hyperstimulation sensorielle de certaines voies visuelles ou autres, et qui peuvent aboutir à une rupture relationnelle très très importante. Alors, ça rejoint ce que les psychanalystes avaient qualifié de nécessité de parexcitation. Freud en avait soupçonné, postulé l'existence dès l'esquisse, dès son esquisse en 1895. Il parle de nécessaire enveloppe. Alors, je ne sais plus comment il formule ça exactement, mais lui, il postule qu'il y a nécessairement quelque chose une enveloppe qui doit protéger d'excès de stimulation sensorielle, sinon c'est pas tenable. Et ça a été ensuite repris, bien sûr, dans la psychanalyse, et bien sûr aussi par des auteurs comme Bion, comme Winnicott, sur cette idée que l'enfant doit être protégé, a forcément quelque chose qui le protège d'un excès d'excitation. Maintenant, on sait que c'est défini sur le plan cérébral. Il y a vraiment des zones où que c'est une question de connectivité. C'est pas une question de plus ou moins de neurones. C'est une question de comment ces neurones se connectent entre eux, en fait. Hypo ou hyperconnectivité neuronale. Du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, je parlais de Winnicott, qui, évidemment, a beaucoup travaillé ces questions et qui résume un petit peu les choses en disant que la maman, c'est la mère qui va devoir présenter le monde à l'enfant à petite dose pour que, justement, il ne soit pas submergé. Donc, la mère et la mère environnement constituent le principal parexcitant pour la construction psychique et psychomotrice de l'enfant. Alors, on va passer tout de suite à donc, l'auteur qui nous intéresse particulièrement, qui est André Bullinger. André Bullinger, c'est un psychologue suisse qui est mort en 2015 et qui a beaucoup travaillé, à l'université de Lausanne, je crois, ou de Genève, de Lausanne, oui, en particulier avec des enfants qui étaient des grands prématurés. Donc il a travaillé dans les services de néonatologie avec des recherches, on en parlait tout à l'heure, très, très concrètes. Par exemple, il avait constaté que les incubateurs réverbéraient tous les sons, les bip, bip, etc., de sorte que le nourrisson qui était dans cet incubateur ne pouvait absolument pas déterminer d'où venait le son. C'était réverbéré, donc ça lui venait de plein d'endroits en même temps. Donc il n'y avait aucune cohérence. Il ne pouvait pas construire de cohérence sensorielle. Donc voilà. Donc il a fait plein d'observations comme ça. Il a beaucoup travaillé sur la prévention des troubles de l'oralité alimentaire chez le PREMA, et avec des recherches qui sont extrêmement porteuses, et des éléments concrets. Et qui ont abouti aux soins de développement qui sont aujourd'hui exactement, dans les services de néonat, bien sûr, et qui aussi débouchent sur la prévention des troubles de l'oralité alimentaire chez les enfants prématurés. Et ce sont des choses qu'on applique de façon très concrète aussi avec la prise en charge des enfants avec autisme, qui sont encore une fois assaillis sur le plan sensoriel, avec une intégration sensorielle qui est vraiment déficitaire.
Alors, ça, il a écrit le développement ou sensorimoteur, le développement sensorimoteur de l'enfant et ses avatars. Il l'a écrit en 2004, c'est préfacé par Pierre de Lion. Il a beaucoup travaillé avec les psychanalystes aussi, Geneviève Hague, Pierre de Lion. Et là, je fais un petit aparté, Pierre de Lion, parce que quand même, quand on travaille avec des autistes et quand on prend en compte de façon très organique cette question de la sensorialité et du défaut d'intégration sensorielle, eh ben, le packing, c'est une évidence que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et que certains autistes le font eux-mêmes, le packing. C'est par exemple cette adolescente autiste Asperger qui réussit fort bien dans ses études au collège, etc., mais qui a besoin d'un petit temps où elle va à l'infirmerie, où elle s'enroule dans un tapis rigide, comme un tube. Elle se met droite dedans et elle s'enroule. Elle reste un quart d'heure et elle repart. Par exemple. Voilà, elle fait son propre packing. Enfin, c'est pas tout à fait du packing, mais c'est l'enveloppement tonique, dur, qui est quelquefois nécessaire. Alors, l'originalité donc de Bullinger, c'est d'associer les variations des flux sensoriels à l'état tonique et l'état tonique, et d'avoir travaillé autour de la notion d'équilibre sensorimoteur chez le nourrisson. Le niveau du tonus est très important, hypertonique, avec les possibilités d'ajustement du nourrisson. Son équilibre sensorimoteur, sans équilibre sensorimoteur, la construction de la vie psychique est impactée. Alors, ainsi, au fil du temps, vont progressivement se constituer les enveloppes corporelles internes qui sont soumises à tous les flux sensoriels internes et externes soumis aux impacts de l'environnement humain et non humain. En fonction de ça, les mouvements initialement non intentionnels du nourrisson vont progressivement s'organiser parallèlement à l'émergence de représentations de l'objet, de son support humain, de l'environnement qui le contient, puis du schéma corporel. Tout cela, bien sûr, associé à l'affect, à un état émotionnel de plaisir, déplaisir, etc. Donc, l'approche de Bullinger prend en compte cet équilibre subtil et permanent entre sensorialité, donc les flux sensoriels, et la réponse tonique. La réponse tonique ne dépend pas uniquement du flux sensoriel, mais aussi de l'état de vigilance, des stimulations environnementales, comme le montre le dialogue tonique du nourrisson, décrit par Wallon. Les réponses toniques, pour qu'entrent en jeu le mouvement et la construction de l'espace dans lequel ce mouvement se déploie, nécessitent un état d'équilibre entre la proprioception. La proprioception, c'est ce qui fait qu'on a la conscience de la posture des articulations dans l'espace. C'est ce qui fait qu'on peut monter à une échelle sans se regarder les pieds, par exemple. C'est ce qui fait qu'on peut marcher sans se regarder les pieds également. Entre la proprioception, les flux vestibulaires, qui sont tout ce qui nous provient de l'oreille interne, et les sensations tactiles. Le déséquilibre entre ces systèmes peut amener des sensations vertigineuses de chute sans fin, par exemple, mais peut aussi être recherché par des enfants autistes qui sont dans un balancement permanent ou qui tournent sur eux-mêmes comme des toupies. Et pour certains enfants, il va falloir une contention ferme pour faire arrêter soit ces recherches sensorielles, soit ces sensations de chute sans fin. Bullinger apporte une place particulière à cette notion de flux sensoriel qui nous est donc particulièrement précieuse en tant que soignants au contact d'enfants qui ont donc un défaut de l'intégration multisensorielle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les différents flux donc, sont de nature, juste un petit rappel, sont de nature gravitaire, vestibulaire et proprioceptive, comme je vous l'ai dit, tactile, olfactif, gustatif, visuel et auditif. Et ils sont qualitativement et quantitativement différents dès la naissance, avec une évolution qui va se faire au fil du temps. L'enfant naît avec un système sensoriel qui est fonctionnel, mais qui est immature. L'intégration, les systèmes d'intégration multisensorielle, ça commence également pendant la grossesse, puisque l'enfant est soumis en particulier à des stimulations tactiles,
en particulier la zone dorsale, qui est la zone d'enroulement, qui est le plus en contact avec l'utérus maternel, la plus grande zone, et il est soumis en permanence à des variations, à des stimulations vestibulaires, puisque la mère bouge. Voilà, ce sont les deux principales zones. À partir de 33-34 semaines, s'ajoute en plus une activité réflexe de succion déglutition. Alors, donc, il naît avec ça, mais l'intégration sensorielle, elle va se faire en réponse et en interaction directe avec l'environnement en permanence. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, entre guillemets, enfin, qui se structure, qui se construit. Le système... Alors, en intra-utérin, tous les systèmes sensoriels sont stimulés, mais de façon tamisée, bien évidemment. Une fois que l'enfant sort du ventre maternel, il reçoit des flux sensoriels qui n'ont plus rien de tamisé. Et c'est là qu'intervient justement la notion d'environnement qui doit être présenté à petite dose par la mère et donc de part excitant. L'exemple de l'ATT va montrer, par exemple, à quel point toutes les modalités sensorielles peuvent être engagées dans une activité chez le bébé. Pour que l'ATT soit efficiente, ce n'est pas juste une question d'oralité et de bouche. C'est une question d'abord de portage et d'appui. C'est une question d'enroulement adéquat. Si le bébé est en hyperextension, comme ça, il ne peut pas avaler. Il faut qu'il ait un enroulement minimum de la nuque. C'est une question proprioceptive de position de la bouche et de la langue. C'est une question tactile de perception de ce qui se passe dans la bouche et ensuite intervient aussi le réflexe de la déglutition. C'est aussi une question olfactive et de stimulation buccale et péribuccale. Voilà. Donc, et visuel ensuite pour l'ATT à un moindre degré, mais un petit peu ça va s'installer au fil du temps dans les anticipations après. Voilà. Donc c'est vraiment tous les systèmes sensoriels qui doivent être engagés et qui, à l'état normal, sont en situation d'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'équilibre sensorimoteur, et c'est ce que les enfants troublés n'ont pas, cet équilibre sensorimoteur, et c'est ce qu'on va chercher à réinstaller. Et là, je vais passer la parole à ma collègue, qui va vous présenter une vignette clinique autour d'un enfant. Je pense que ça vous parlera peut-être de façon beaucoup plus concrète. Merci. Bonjour. Donc effectivement, moi, je vais vous parler plus précisément de ma pratique de l'approche sensorimotrice d'André Bullinger. Donc effectivement, dans la perspective de psychologie du développement de l'approche sensorimotrice, ce sont bien à travers les interactions entre l'organisme et le milieu que le bébé va construire les représentations de son corps. Donc ça, effectivement, c'est ce que Madame John est venue nous rappeler à l'instant. Donc en continuité avec le dialogue intra-utérin, dont on vient de longuement parler, c'est à travers le dialogue extra-utérin avec l'autre que le bébé va construire ses propres moyens de régulation pour réussir à contenir ses états émotionnels. Il y a une phrase d'André Bullinger que j'aime beaucoup, qui dit « Habiter son organisme pour en faire un corps est une des tâches les plus importantes à laquelle est confronté le bébé dans son développement. » Un des enjeux des séances en psychomotricité pourrait être comment le psychomotricien peut-il aider l'enfant à habiter son corps. Donc les enfants que nous recevons dans le cadre du CMPP présentent des particularités dans leur fonctionnement, une autre manière d'instrumenter leur corps. C'est particulièrement le cas chez les enfants TSA, pour qui les aspects sensoriels et toniques agissent comme mode de régulation interne et alimentent leurs pensées, sans passer par la rencontre avec l'autre. Donc j'ai découvert auprès des travaux d'André Bullinger une nouvelle compréhension de ces comportements, justement, et une nouvelle lecture de la symptomatologie de l'enfant TSA. Ça m'a vraiment permis de modifier ma posture et les modalités d'intervention auprès de ces enfants et de leurs familles. C'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui à travers l'histoire d'Amine. Donc on va essayer de parcourir ensemble certaines modalités de rencontre et de soins du psychomotricien au regard de l'approche sensorimotrice. Donc Amine est aujourd'hui âgé de presque 4 ans. Il avait 2 ans et 7 mois lorsque je le rencontre pour la première fois. C'est au décours des soins au CMPP que nous avons posé le diagnostic de TSA pour Amine.
Donc, il est orienté au CMPP, donc de l'antenne petite enfance, par le médecin de la halte garderie, qui l'accueille quelques demi-journées par semaine. Il a une grande sœur en grande section qui bénéficie de soins réguliers en orthophonie et en psychomotricité, sans que de diagnostic précis ne soit posé. Il a aussi une petite sœur, âgée de 2 ans aujourd'hui. Donc il rencontre 2 de mes collègues lors de son accueil au CMPP, sur 4 séances d'1 heure chacune. C'est un peu les modalités d'accueil de notre antenne. Donc, au cours de ces accueils, mes collègues sont particulièrement interpellés, d'une part par leur difficulté à entrer en relation avec Amine, avec qui elles ne croisent pas le regard, mais surtout par ses particularités sur le plan de la régulation tonique. Amine semble ne pas tenir sur ses jambes. Par ailleurs, les parents d'Amine sont très attentifs à leur petit garçon, mais ils semblent en difficulté pour percevoir le rapport singulier d'Amine avec son environnement. Et ils ne comprennent pas du tout la mobilisation des professionnels autour de leur enfant, que ce soit la halte garderie d'abord, le médecin de la halte garderie et puis le CMPP. Donc je réalise un BSM pour Amine en présence de sa maman. Ça va durer un peu plus d'1 heure. Il a d'ailleurs été filmé par ma collègue ici présente. Et donc du coup, ce BSM a abouti à une séance en psychomotricité sur le plan individuel, un groupe de thérapie et d'échange et développement parents-enfants, donc encadré par une collègue psychomotricienne également ici présente et une collègue psychologue, et une séance en orthophonie par la suite que reprend aujourd'hui mon autre collègue. Merci d'être venu. C'est marrant, vous parliez tout à l'heure d'appui. Moi, je vais vous citer la phrase de Bullinger que je garde toujours en arrière-fond pendant mes séances et qui étaye constamment ma pratique et autour de laquelle je vais vous raconter son histoire. C'est « on n'apprend rien à l'enfant, on lui offre des appuis ». De quels appuis s'agit-il dans la situation d'Amine ? Et comment rendre Amine disponible à la relation ? Donc le bilan sensorimoteur, c'est un premier dialogue avec l'enfant. Je fais ici une petite parenthèse juste pour vous expliquer, en quelques mots promis, en quoi consiste un bilan sensorimoteur, le cadre et ses objectifs. Donc selon André Bullinger, le développement est un processus et non une succession d'étapes. L'approche sensorimotrice prend donc en compte le chemin de développement propre à chaque enfant. On part de l'enfant, on respecte son activité spontanée, ses motivations. Le BSM est un outil d'évaluation dynamique qui cherche à identifier les compétences dans plusieurs domaines. Donc sensoriel, tonique, postural, moteur, praxique. Il tente de saisir aussi les représentations de l'organisme. Donc vous l'avez compris, il parle toujours d'organisme tant que l'enfant n'en fait pas un corps, et les capacités dans le domaine relationnel. Donc le BSM est bien un bilan non standardisé. Les modalités de passation spécifiques au BSM offrent deux premiers appuis dans l'accompagnement de l'enfant et de sa famille. Donc d'une part, chaque rencontre, et particulièrement cette première évaluation, ont lieu en présence des parents. Effectivement, l'observation des différentes sollicitations de l'enfant vers son parent et des réponses qu'il obtient nous donne les premiers éléments de compréhension de la dynamique relationnelle. Un enfant n'existe pas sans son parent. Évidemment, on le remet dans le contexte de son milieu. Donc, au cours du bilan sensorimoteur, Amine s'intéresse d'emblée au matériel présent dans la salle, et il quitte facilement le giron maternel. Dans l'ensemble, les explorations sont principalement solitaires pour lui. Bien qu'il puisse s'intéresser à ce que je propose, les échanges sont de très courte durée. Lorsque je le sollicite directement, ou lors des moments de proximité physique, Amine peut rapidement être envahi par la situation. Il me repousse et il s'éloigne physiquement. Donc on observe... On observe alors que les moyens de régulation tonique et émotionnelle chez ce petit garçon ne passent pas par la réassurance auprès de son parent. Il a d'autres stratégies, telles que l'évitement, le fait d'être dans ses flux sensoriels, mais ça, je vous en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Donc, dans le cadre du bilan sensorimoteur, l'observation des parents est toujours active, car ils peuvent intervenir s'ils sont sollicités par leur enfant.
Il n'y a pas d'enjeu de performance, donc leur attention est dégagée du souci de réussite et axée uniquement sur l'observation des conduites de leur enfant. L'enfant est davantage pensé en fonction de ce qu'il sait faire et de comment il le fait. Donc à la fin du bilan, il y a un temps de restitution à chaud, c'est comme ça que l'appelle Bullinger, qui nous permet de partager nos premières impressions, nos premières observations et de s'appuyer sur notre vécu commun. Et reprendre ensemble comment on comprend le comportement de l'enfant donne un premier appui aux parents de savoir quoi observer et quoi proposer à la maison. Cela permet également de revalider ensemble ce que les parents proposent déjà spontanément lors du BSM. Par exemple, Amine, il était assis sur les genoux de sa maman et en fait, il s'effondre complètement au sol. Il cherche à venir retrouver le contact du sol, dur du sol. Et sa maman le fait alors spontanément sauter sur ses genoux. Et cette sollicitation vibratoire vient faire exister l'axe corporel de Mohamed, le dur de son corps, et qui se redresse à ce moment-là et s'apaise en chantonnant. Et ça, c'était important, effectivement, de le partager avec sa maman, de venir le souligner, de venir la revaloriser aussi dans ses comportements spontanés avec son enfant. Là où, par moments, ils étaient assez en difficulté, évidemment, par tout ce qu'ils observaient. Donc, de manière générale, le BSM favorise une transformation des représentations des parents de leur enfant. Et il permet de limiter les écarts entre la réalité du fonctionnement de leur enfant et les attentes du milieu à son égard, donc leurs attentes. L'outil vidéo, c'est le deuxième appui, effectivement, du bilan sensorimoteur. Il nous permet à nous d'être entièrement disponibles dans la rencontre avec l'enfant, de ne pas être toujours en train d'essayer de prendre des notes pour ne pas oublier ce qui est en train de se passer. Et ça permet de garder une trace de l'interaction qu'on met en lien avec notre ressenti suite à l'évaluation. Mes collègues ici présentes vous diront qu'il y a souvent un écart important entre ce que je garde sur le plan émotionnel à la fin des bilans sensorimoteurs et ce qu'on observe de la rencontre à partir de la vidéo par la suite. Revoir la séance dans un deuxième temps nous permet évidemment d'être au plus près de la réalité clinique de l'enfant. Donc au cours des différentes rencontres, que ce soit lors du bilan sensorimoteur ou lors des séances par la suite, les premiers appuis proposés sont donc les mises en forme du corps et les installations. Donc point de départ à toute exploration. Le matériel et les composantes de l'espace, donc tout ce qui va être aménagement de l'espace pour venir le réifier, comme dit Bullinger, donc le matérialiser. La contenance apportée par exemple par l'espace plancher, donc je vous reparlerai après, sont d'autres appuis indispensables aux psychomotriciens, venant soutenir ces premières mises en forme corporelles. André Bullinger, lui, il construit son axe de développement psychomoteur, où il décrit plusieurs moments clés, au cours desquels les coordinations corporelles s'accompagnent toujours d'une activité psychique spécifique. Il articule donc les acquisitions posturales et la mise en place des représentations spatiales qui peuvent en découler. Je vais vous en donner quelques exemples. Donc, par exemple, le deuxième espace corporel dont il parle après l'espace utérin dont vous a longuement parlé Madame John, c'est celui de l'espace de la pesanteur, dont la finalité pour le bébé, consistera à se redresser à la quête de la verticalité. D'emblée, Amine m'interpelle par ses difficultés importantes de régulation tonique. Il passe beaucoup de temps allongé sur le dos au sol, comme s'il maximisait la surface de contact de son corps avec le sol, pour retrouver un fond. Amine ne tient pas les différentes postures assises proposées et on n'observe pas de transition d'une posture à l'autre. Par ailleurs, on retrouve pour Amine le besoin de garder toujours un objet en main ou en bouche dans un agrippement, dans une forme de lutte contre cet effondrement tonique, justement, dans une forme d'autotenue. Donc en effet, ces difficultés de régulation tonique ne lui permettent pas de s'ajuster sur le plan postural aux effets de la pesanteur. L'agrippement nous raconte son défaut d'appui interne et son manque d'intégration de la verticalité. Dans ces moments-là, offrir une surface délimitée par une frontière, donc justement le fameux plancher de Bullinger. Alors je ne sais pas si ça vous parle vraiment, c'est un plancher en bois. Je
je ne saurais pas trop dire la taille, à peu près 1,50 m sur 1 mètre. Et du coup, il y a une petite bordure donc, qui vient vraiment offrir une frontière, donc justement. Et l'avantage du bois, c'est que ça va permettre tout un travail autour du vibratoire par la suite. Et donc du coup, ça permet de limiter, de matérialiser en tout cas des limites corporelles qui sont encore peu intégrées. Donc c'est très important de respecter cet espace comme étant le sien. Et du coup, ça amène une stabilité tonique qui contraste lorsqu'il est en dehors de la surface. Pardon. Peu à peu, Amine repère et fait sien cet espace. Donc, André Bullinger, il parle d'eau territoriale. Et il peut venir s'y installer par lui-même, par la suite, spontanément, au cours des séances, sans craindre du coup que moi, je puisse venir m'y installer. C'est vraiment annoncé tel quel pendant les séances, que c'est bien son espace à lui et que ça le reste. Donc le plancher devient également support pour les sollicitations vibratoires dont je viens de vous parler, au niveau de la charpente osseuse. Donc elles viennent vraiment soutenir le redressement chez Amine, avec qui nous passons de longues minutes en séance à jouer donc avec le vibreur, en faisant des percussions sur le plancher. On va aussi travailler beaucoup du coup à partir du trampoline, tout en proposant des percussions osseuses au niveau de la colonne. Et du coup, c'est vraiment super intéressant. Après ces propositions, en général, Amine, il peut vraiment se redresser seul par lui-même, parce que sinon, il peut vraiment passer toute une séance allongée au sol sans chercher à se redresser. Et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que on a tendance en plus à vite rentrer là-dedans et du coup c'est vrai par exemple en séance, j'observe souvent que sa maman va spontanément venir le porter pour l'amener d'un endroit à un autre. Donc effectivement là ça lui permet vraiment de pouvoir retrouver lui son axe, son propre appui interne et pouvoir se déplacer par lui-même. Donc au niveau de l'espace de la pesanteur, on en a parlé aussi tout à l'heure, le giron des parents, donc là en l'occurrence le giron maternel, parce que je travaille surtout avec la maman, dans le cadre du portage est vraiment très intéressant. Donc c'est vrai que dans les bras de sa maman, le dialogue tonique peut offrir à Amine des moyens de régulation tonique. C'est très important de prendre le temps d'installer sa maman pour qu'elle-même puisse être dans les meilleures conditions pour offrir un appui à son fils par la suite. Donc, lors des portages à bras, j'accompagne la maman pour bien enrouler, soutenir le bassin et favoriser ainsi le lien entre le haut et le bas de son corps. Parce qu'effectivement, vous imaginez bien, Amine, il a 4 ans, il commence à être lourd, il a tendance à vouloir tout le temps être au sol, donc, et c'est vrai qu'il est porté de manière extrêmement passive sous les bras, ça l'amène en extension, et du coup, le fait de pouvoir lui offrir un appui au niveau du bassin vient à la fois pouvoir lui permettre du coup de pouvoir lui-même s'orienter vers ce qu'il souhaite et être beaucoup plus actif dans ce portage à bras. C'est toujours plus parlant avec les tout petits, mais ça marche très bien avec les plus grands. Donc le 4e espace, après l'espace oral, dont je vous parlerai par la suite, c'est celui du buste. Son intégration permet un équilibre entre la flexion et l'extension, pouvant être comprise comme l'élaboration représentative d'un plan intérieur, l'arrière-fond dont vous parliez tout à l'heure, ainsi qu'une bonne coordination entre la vision centrale et périphérique. Donc chez Amine, on retrouve de nombreuses réactions d'extension ou d'effondrement vers l'avant, soulignant clairement son manque d'équilibre avant-arrière. Au niveau visuel, il a tendance à ne pas regarder ce qu'il fait et il privilégie clairement les regards sur le côté, donc les fameux regards périphériques. Ce qui est très intéressant avec l'approche de Bullinger, c'est qu'une fois que l'installation avec un arrière-fond est garantie, donc par exemple, ça va être appui d'eau dans la toupie. Je ne sais pas si vous voyez ces grandes toupies en plastique qui font la taille des enfants, qui sont du coup bien solides. Les enfants aiment bien venir s'y réfugier. Allongé au sol avec les jambes repliées sur lui, ça fonctionne très très bien avec Amine. Tout simplement assis contre le mur, ou alors avec un pouf dans le dos. Bref, tout ce qui vient faire exister le dos, l'arrière du corps, qui peut être complété par un appui au niveau de l'espace avant du corps,
parce qu'effectivement, l'arrière-fond, c'est bien l'intégration à la fois du dos, mais en lien avec l'avant du corps, qui vient donner de l'épaisseur, en fait. On observe dans ces moments-là que Amine, il réalise de meilleures coordinations oculo-manuelles. Donc, effectivement, les regards vont être beaucoup plus présents, beaucoup plus habités, si je puis me permettre. Et puis, et voilà, et ça va être, par exemple, il est capable de suivre un pointage du doigt, il va pouvoir suivre des yeux une sollicitation visuelle, comme les lasers, quand on joue avec un laser ou les bulles, tout simplement, enfin, ce genre de choses. Donc voilà, il est, une fois qu'il est installé, de manière générale, il est beaucoup plus présent à la relation, et vraiment, les échanges visuels sont de meilleure qualité. Et ça, c'est vraiment, pour nous, important de le garder en arrière-fond aussi. Donc le 5e espace, c'est celui du torse et de la maîtrise des torsions. Donc il permet une coordination entre l'espace droit et l'espace gauche, et c'est lui qui permet la mise en place de l'espace de préhension à partir de l'intégration de son axe corporel, justement. Donc rapidement, lorsque je rencontre Amine, il ne réalise aucune activité de coopération bimanuelle. Les activités pratiques sont très pauvres. Et de toutes les façons, la plupart du temps, l'espace oral avale l'espace de préhension. C'est un petit garçon qui porte tout à la bouche et qui dans un agrippement, et derrière, on ne peut rien en faire. Donc, de toutes les façons, dans ces moments-là, quand on observe ça, il faut vraiment toujours revenir à l'installation pour pouvoir permettre derrière pouvoir permettre à Amine d'être dans des activités d'exploration. Donc une fois installé, ça peut être intéressant, par exemple, quand on travaille l'espace du torse, de favoriser la dissociation des ceintures, donc scapulaire et pelvienne, en sollicitant Amine de côté et non pas toujours de face, pour pas l'amener toujours dans le côté symétrique en fait, et venir créer de l'asymétrie dans les sollicitations. Dorénavant, Amine peut quitter ses agrippements, pas toujours, mais il peut le faire, et il arrive davantage à explorer avec ses mains. On observe de nouvelles explorations et possibilités de jeux fonctionnels. Donc, il commence à faire des activités d'encastrement, des jeux de cause à effet. C'était complètement impossible il y a quelques mois, mais bon, ça reste de courte durée. Un autre appui qui est important à avoir en tête, c'est le respect du rythme de l'enfant. Lors des différentes rencontres en séance de psychomotricité, il apparaît important qu'Amine puisse se sentir respecté dans son rythme et sa temporalité. Ça passe souvent par un ralentissement du rythme de l'interaction. Les échanges dans un premier temps se faisaient toujours à distance pour éviter d'être trop intrusifs et laisser à Amine le temps de la rencontre de l'environnement, du matériel et de ma présence. Donc en séance, Amine, il a du mal à se poser sur une activité. Même une fois installé, il peut se relever soudainement et sembler alors passer à autre chose. Il se met à déambuler dans l'espace de la pièce, sans autre finalité que celle de se mettre en mouvement. Lorsqu'il se déplace, sa mère ne peut pas s'empêcher de le suivre pour s'assurer qu'il ne se mette pas en danger comme il peut le faire à la maison. Depuis qu'il a ouvert la fenêtre et qu'il a été sur le balcon, c'est vrai que c'est une grosse angoisse pour sa maman. Et du coup, ça la met dans un état d'hypervigilance qui est assez impressionnant. Donc effectivement, elle suit son fils comme son ombre. Donc les difficultés de relation et de communication d'Amine amènent sa maman à trouver d'autres moyens de ne pas perdre le contact. Elle semble comme collée à son fils. Ça la maintient dans une hypervigilance qui est vraiment épuisante. Et ça crée aussi une spirale de mouvement sans fin dans la séance. Donc, j'essaye d'accompagner sa maman à pouvoir rester un repère fixe et stable. Et ces élans de mouvement, pour Amine, sont vraiment un réel mode de régulation émotionnelle. Donc, lui permettre de revenir par lui-même se poser une fois qu'il a déchargé ce qu'il vient de vivre sur le plan tonique et moteur, le rend acteur. Donc c'est important de respecter ses allers-retours et de lui permettre de pouvoir réguler ses émotions, évidemment. Et donc c'est dans ces moments-là où, effectivement, quand Amine se lève pour aller faire un tour, on attend qu'il revienne après son tour, on ne bouge pas, et puis on lui signifie à chaque fois qu'il peut désormais, qu'il peut venir nous retrouver une fois qu'il est
une fois qu'il a fini son petit tour. Et il peut vraiment venir, après quelques minutes, nous retrouver presque à chaque fois. Voilà. Et alors, les flux sensoriels, c'est aussi un autre appui dont j'aimerais vous parler. Et après, j'ai fini. Pardon, parce que j'ai modifié un peu ce matin avant de vous voir et je ne sais plus trop où je commence. Donc, afin qu'ils soient traités et tolérés, les flux sensoriels dépendent de la coordination entre le système archaïque, donc qui va assurer le recrutement tonique chez les enfants, et le système récent, qui va traiter des dimensions spatiales. Et en fait, cette coordination, elle est perturbée chez les enfants TSA. Et donc, c'est le système archaïque qui va prédominer, en fait, sur les propriétés spatiales. Et donc, c'est ce qui va expliquer les irritabilités sensorielles dont nous a parlé Madame John tout à l'heure. Donc, en fait, tout au long des séances, je me suis focalisée, moi, sur le tactile. Je retrouve chez Amine des particularités sur le plan sensoriel, avec notamment une irritabilité tactile importante. Donc, c'est un petit garçon qui va éviter le tout contact direct. Il va avoir des prises très atypiques. C'est des enfants souvent qui ont des prises du bout des doigts. La pince fine, elle n'est pas acquise en général, et ils vont tout le temps changer de prise constamment, rien n'est stable quand ils se saisissent des objets. Souvent, les prises d'ailleurs sont peu toniques. Il a beaucoup de mal à tolérer ses vêtements et sa couche, parce que c'est un petit garçon qui n'est pas encore propre, et il ne supporte pas les fortes chaleurs, etc. Donc, toutes ces intolérances, ces irritabilités amènent Amine à exprimer son inconfort en gémissant, et en évitant évidemment le contact et toute sollicitation tactile. Donc ça va impacter également son espace oral. Donc c'est un petit garçon qui va avoir une grande sélectivité alimentaire, donc à mettre en lien justement avec ses irritabilités tactiles, et donc il va avoir des réactions d'extension, de refus de toucher, de sentir, de goûter les aliments. Il a beaucoup de mal à rester assis, et donc tout ça évidemment désorganise sa posture, et ça va impacter en fait toute la chaîne narrative du repas. Et paradoxalement à tout ça, c'est un petit garçon qui va passer beaucoup de temps allongé au sol, comme je vous ai dit, et il va venir effleurer sa peau à différentes parties du corps, comme pour faire exister son enveloppe corporelle et stabiliser son image du corps. Et c'est vrai que selon Bullinger, Mohamed il va détourner à ce moment-là l'usage des signaux sensoriels. Donc au lieu de réaliser ces fameuses coordinations entre les différentes modalités, donc c'est la comodalité aussi dont parlait Madame John tout à l'heure, qui permettrait des conduites spatialement orientées, les signaux issus des flux sensoriels qui sont créés par tous ces mouvements répétitifs vont mobiliser tout son organisme et le couper de la relation. Et c'est cette représentation corporelle qui est très fragile, n'existe que dans l'action. Donc c'est pour ça que ces enfants, ils continuent ces mouvements répétés. Donc voilà, ça va vraiment les couper. Et donc effectivement, en séance, un des enjeux, ça va être de proposer des flux sensoriels variés à Amine pour l'aider à faire du lien donc, entre les différentes modalités sensorielles, tout en lui permettant d'être actif. Donc cela passe évidemment par une installation préalable, un respect de son rythme, comme on vient de le voir, en offrant du temps à Amine pour laisser la possibilité de voir se transformer les conduites. Cela implique également de se laisser surprendre, de ne pas avoir d'attente spécifique. Amine a besoin de temps pour s'approprier les situations nouvelles. Il a besoin de se sentir en sécurité, accompagné, pour mieux intégrer la situation, la sensation et l'échange. La répétition d'un geste va susciter une émotion tant que les représentations spatiales et corporelles ne se mettent pas en place. Donc, l'anticipation est un puissant moyen de régulation émotionnelle dans ces moments-là. Donc, quand il bénéficie de certains repères de prévisibilité, donc le fait de lui annoncer verbalement les choses, le fait de respecter un gradient qui permet de mieux gérer la sensation, ça, Bullinger, il l'explique bien justement dans le travail auprès de
vous parliez tout à l'heure des enfants prématurés en néonate, mais donc effectivement le travail de l'oralité, de respecter le fait de partir du moins sensible au plus sensible et de prendre son temps. Voilà. Bref, Amine tolère dans ces moments-là mieux la sensation et la régule mieux d'un point de vue émotionnel. Et donc, pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire au niveau du tactile, c'est vrai que c'est important dans ces moments-là de privilégier un toucher ferme dans le contact, des jeux favorisant un contact global et continu. Donc, ça peut être effectivement le ventilateur dont vous me parliez tout à l'heure, des massages, les jeux d'eau, bref, découverte des différentes textures. Et ce qui est important dans ces moments-là, c'est... Ça y est, je l'ai. C'est de solliciter les redondances sensorielles. Donc c'est vrai que de travailler la coordination entre les différentes modalités sensorielles pour permettre justement que ce qui est mal vécu par l'enfant puisse être complété par quelque chose qui est mieux vécu. Et donc, par exemple, ça va être tout le travail vibratoire dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a plein de matériel comme la guitare, les bols tibétains, etc., qui permettent de travailler comme ça la comodalité sensorielle avec à la fois des sollicitations vibratoires, tactiles et sonores en même temps. Ça peut être au niveau visuel, il y a plein de papiers, de jolis papiers brillants, des couvertures de survie, on utilise beaucoup, qui vont pouvoir justement faire ce travail-là d'être à la fois visuel, auditif et tactile. Bref, vous avez un peu compris l'idée. Donc tous ces appuis que peut offrir le psychomotricien au cours des séances ne peut prendre sens que dans l'interaction et la rencontre. Et au fur et à mesure des échanges, de la cohérence et de la répétition, c'est l'enfant qui va transformer ces appuis externes pour en faire des appuis internes. L'enfant est acteur de son développement. Voilà. Merci vraiment beaucoup à toutes les deux pour cette présentation un peu théorique au départ qui a été illustrée d'une façon épatante par votre exposé clinique qui nous met là, qui nous révèle la complexité de cette alchimie en jeu dans le développement du tout petit. Et qui demande, enfin, ce qui me on va dire, m'éblouit en quelque sorte, c'est la capacité d'observation très très fine que vous mettez que vous développez pour vraiment cet ajustement à l'enfant en tenant compte de l'ampleur de la problématique qui est en jeu dans son rapport au monde. Donc c'est vraiment un exposé remarquable. Merci beaucoup. Alors, oui. Oui, donc merci beaucoup pour la qualité de ces présentations. Enfin, je pense qu'on peut aussi dire ce que ça nous fait d'entendre des choses aussi précises, aussi bien décrites. Je peux vous donner quelques images comme ça de ce que ça, dans quelle rêverie finalement ça m'a amené, parce que c'est très technique, mais en même temps ça fait un peu rêver, quoi. On n'imagine pas que... je trouvais que dans vos présentations, il y avait quand même beaucoup on sentait tous les liens, tous les niveaux de liens qui existent pour qu'une expérience développementale puisse avoir lieu. Je me suis dit, après tout, il faut de l'expérience pour qu'il y ait du développement. Mais qu'est-ce que c'est qu'une expérience ? Une expérience qui favorise le développement pour un enfant, mais aussi pour un adulte ou pour n'importe qui. Se mettre en expérience, vivre une expérience, qu'est-ce que ça suppose ? Moi, j'ai un peu entendu ça. C'est-à-dire, ça suppose qu'il y ait des liens entre des niveaux très hétérogènes. Il faut qu'il se passe des choses. Il faut que des choses se relient, qui sont des choses qui sont finalement assez distantes les unes des autres.
Il y a des flux, il y a du tonus, il y a du dialogue, il y a de l'interaction, il y a du rapport à l'environnement, il y a des histoires. Alors après, moi j'ai adoré l'histoire des os, là. Il faut que le papa il ait des os qui se soient modifiés, vous voyez, pour qu'il ait mis que quelque chose se soit installé dans ses os, et ces os tout d'un coup abritent quelque chose qui s'appelle la responsabilité. Enfin bon, c'était pas exactement dans le contenu technique, mais si vous voulez, il faut vraiment qu'il se passe énormément de choses. Il faut vraiment qu'il se passe énormément de choses pour qu'il y ait du développement, vous voyez. Et donc tout d'un coup, il y a quelque chose qui se déplie, c'est la notion d'expérience. Moi, j'ai trouvé. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Puis je me suis souvenu de ce que disaient les gens à l'époque, les anciens. Ils parlaient de ça. Ils parlaient de ça de leur manière, je dirais, assez rudimentaire. Ils disaient, tiens-toi droit. Tiens-toi droit. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut pour qu'un être, un humain, se redresse, quoi. Mais vous voyez, si vous ne redressez pas, vous ne faites pas face. Dans l'étymologie d'exister, existere, c'est se tenir droit en face d'eux. Voilà, se dresser, se redresser devant. Et si vous ne faites pas face, comment vous entrez en relation, etc. Donc là, vraiment, on a senti, et Tosquier insisté énormément là-dessus, toujours, sur toutes ces questions du tonus, des coordinations, les pieds, les tests myokinétiques, enfin tout cet intérêt pour les variations kinétiques dans la Barcelone des années 30. Enfin, vous voyez, c'est pas nouveau, toutes ces recherches, c'est quand même des recherches tout à fait fondamentales. Et je trouve que ça ouvre un univers, ça ouvre quelque chose de très large, quoi. Donc voilà, je voulais vous confier ça et vous passer la parole dans la salle. Allez-y. Enfin, si ça vous tente. Je vous amène le micro. Alors moi, je suis une jeune retraitée, mais j'ai été pédopsychiatre dans des équipes où il y avait de la consultation, des bilans d'hôpital de jour. Le travail des psychomotriciennes est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est l'extrapolation sur les équipes sur des temps un peu plus intensifs, quand les enfants sont suivis dans des équipes en CATTP ou en hôpital de jour, où il y a comme ça cette relance après de l'ensemble des équipes sur comment on va faire avec l'enfant, etc. C'est extrêmement efficace et c'est un régal de travailler dans ces contextes-là. Je veux dire que de voir comme ça les progrès des enfants, c'est vraiment passionnant. Voilà. Donc ça fait grand plaisir de vous entendre parler de votre travail. On aimerait qu'il y ait beaucoup de psychomotriciennes qui sortent avec ces expériences-là, voilà, ces pratiques-là et ces partages avec les équipes autour de leur expérience. Il y a les parents et puis il y a autour tous les gens qui vont avoir à s'en occuper au fur et à mesure de la semaine, des mois, de la journée. Et il faut qu'en spirale comme ça ressorte à tout le monde. Voilà, c'est tout. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter parce que vous ne m'avez pas empêché de rêver un enfant. C'est-à-dire que c'est très pointu ce que vous apportez, c'est très précis, c'est très chouette, mais en même temps, ça n'empêche pas de rêver un enfant. Et je crois que cet enfant, Aminou ou Mohamed, suivant. J'ai essayé, mais c'était... et sa maman, si vous voulez, et vous, ça m'a permis de continuer à rêver. Parce qu'un des dangers de la technicité, d'une haute technicité, c'est qu'elle devienne opératoire et que le sujet s'absente, et que la relation s'absente. Or, à tout moment, que ce soit Catherine ou vous, vous avez montré combien les interactions étaient chargées, étaient chargées de pulsions, étaient chargées d'émotions, mais d'émotions dans l'émouvoir et pas dans l'ému, c'est-à-dire des émotions qui sont productives et organisantes et organisatrices. Et je vous en remercie beaucoup. Vous m'avez fait rêver de bon matin, c'est très chouette. Je suis ravie, merci. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir à quelle fréquence, combien de séances par semaine vous voyez Amine. Et d'autre part, je voulais savoir aussi que fait-il cet enfant quand il n'est pas avec vous, quand il n'est pas au CMPP? C'est une bonne question parce que c'est pas forcément évident justement
au quotidien. Alors, les enfants, nous, on les suit une fois par semaine en psychomotricité, mais après, en général, dans la mesure où les enfants sont accueillis au CMPP, c'est toujours un soin pluridisciplinaire, donc il va y avoir plusieurs séances dans la semaine. Donc en l'occurrence, pour ce petit garçon, il y en a 3. Après, c'est bien insuffisant par rapport à ce dont il aurait besoin. Et du coup, effectivement, en ce moment, il est un petit peu accueilli à l'école. Donc voilà, depuis cette année, 1 heure par matin. Donc les parents sont très contents parce qu'au moins, ça permet de pouvoir sortir de la maison, d'avoir... La maman, elle le voit comme ça, en fait, de toutes les façons, que ce soit le soin ou l'école, c'est une sortie de la maison. Et en fait, c'est un petit garçon pour lequel il y a une orientation qui est en cours pour un IME, mais malheureusement, il n'y a pas de place. Donc, on est sur plusieurs années d'attente. Donc, effectivement, on essaye de faire comme on peut, mais c'est bien insuffisant par rapport à ce dont il aurait besoin, ça c'est sûr. Ben, je suis un peu curieuse en fait parce que vous parlez de la méthode Bullinger, donc je voulais savoir quelles autres méthodes, avec les autres méthodes vous exercez, et par ailleurs s'il y a une place pour l'autonomie. Voilà. Ce serait chouette. Ce serait super. On n'a pas de professionnels formés, mais voilà, c'est ça. Mais ce serait extraordinaire. Ça c'est sûr. Vous êtes formé à l'autonomie ? J'aimerais bien. Sinon, vous étiez recruté, là. C'est possible, oui. C'est pas moi qui m'en occupe. Moi, je suis psychomotricienne de base et psychologue au CMPP, et je voulais juste faire une remarque. Je trouve que Kitri, tu nous as presque fait oublier le désarroi qu'on peut rencontrer... qu'on peut vivre en tant que professionnel justement dans la rencontre de ces enfants avec autisme, avec TSA. Alors je me permets juste cette petite remarque parce qu'il ne faut pas l'oublier, et je trouve ça assez très chouette de pouvoir justement mettre en lumière toute la finesse, toute la finesse d'observation, et s'il faut être aussi pointu, c'est justement pour dépasser ce désarroi, cette impuissance et cette très grande difficulté dans la rencontre avec ces enfants. Et moi, plus professionnellement, effectivement, si je n'avais que, je pense, ma formation de psychologue, je crois que je serais très encombrée dans la rencontre avec ces enfants, et que moi j'ai ces 2 appuis et que c'est je trouve une grande richesse, parce que si on n'a pas la compréhension du corps, il nous manque une très grande étape, et que c'est très difficile de faire avec les petits, et même parfois avec les plus grands, quand la symptomatologie est si ancrée dans le corps et ne permet pas le développement de la communication, du langage. Mais si le corps n'existe pas, le reste n'est pas possible. Voilà. Merci, parce que je trouve que justement, moi, c'est ce que Bullinger est vraiment venu m'apporter, c'est du sens, en fait, à ce qui se passe pour ces enfants-là. Et on en parlait en équipe la dernière fois, ce petit garçon, il nous met très en difficulté. La rencontre, elle est particulièrement difficile. On a évidemment tous ces appuis qu'on peut proposer. C'est pas aussi magique que quand on observe des vidéos de Bullinger, hein, on fait comme on peut, mais et du coup, c'est vrai que moi, le fait de pouvoir comprendre tout ça, ça m'aide à pouvoir relancer en fait les idées, la dynamique dans la rencontre, parce que sinon, c'est vrai que on imagine l'état de la maman qui ne s'écoute pas du tout parce qu'elle n'a pas le temps de le faire, et du coup, c'est une famille qui est très 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 mal, très très mal. Et nous-mêmes en équipe, ça nous arrive de passer par des moments de déprime face à ces jeunes qui n'avancent pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Et ça, on imagine la famille, du coup. Ce qui nous permet de rappeler quand même qu'effectivement, malgré toute notre bonne volonté, nous avons des listes d'attente longues. Donc, perte de chance pour ces enfants. Hein. Je tiens à le faire remarquer, là, mon petit rappel, perte de chance pour ces enfants qui attendent pendant des mois qu'on puisse les prendre en charge. On fait beaucoup d'efforts, on les fait passer en priorité, les petits, etc. Mais il y en a encore qui restent en attente et qui n'ont aucune possibilité de prise en charge. Tous les réseaux sont saturés.
y compris les réseaux de partenaires en libéral. Et les IME ont 3, 4, 5 ans de liste d'attente. Il faut s'en souvenir, ça, quand même. Et on n'a toujours pas de réponse sur le plan politique. Oui. Ça coûte cher, mais ça coûte encore plus cher les pertes de chance de ces enfants. Ce qui vont coûter à la société à l'avenir si on ne s'en occupe pas correctement. Oui. Alors c'est vrai on peut mettre en vis-à-vis, disons, la qualité de ces techniques, cette énorme élaboration clinique, pratique, enfin ces outils magnifiques, et en même temps une situation, comme vous dites, de détresse un peu aussi des rééducateurs, des équipes spécialisées, qui sont confrontés à de la saturation, c'est-à-dire à une difficulté, à une sorte un peu de tsunami psychosocial, on pourrait dire, qui produit de la détresse. Et les équipes manifestent beaucoup ça aujourd'hui, dans tout un tas, que ce soit en ambulatoire ou dans les prises en charge institutionnelles, il y a quand même une détresse des équipes qui peuvent disposer d'outils remarquables et en même temps se sentir complètement submergés. Donc on parlait de parexcitation, etc., pour le petit, et comme nécessité pour grandir. Mais il faut aussi quelque chose qui soit un parexcitant au sens des processus d'organisation qui permettent quand même de continuer à travailler pour les professionnels confrontés à ce sentiment un peu de débordement, d'impuissance. Voilà. Donc là, c'est toute la question d'élaboration, de la pluridisciplinarité, comment on peut faire du collectif pour tenir le coup. C'est la grande question des équipes aujourd'hui. On a des outils extraordinaires sur le plan spécifique, mais comment on peut créer les conditions, nous, pour ne pas s'effondrer. Et là, il y a le collectif qui fait appui. Donc la dimension du collectif, je crois, comme je l'évoquais au départ, c'est quand même quelque chose qui a été profondément bien vu par des gens il y a longtemps. Je pensais à Toscaïès, Oury, les gens de la psychothérapie institutionnelle, mais on y revient puisque le collectif, c'est l'appui fondamental, quoi, pour les soignants. Voilà, enfin, il faut s'appuyer de tous les côtés, quoi, pour que ça tienne. Bon, il y a peut-être d'autres... Non, sans compter que tous ces enfants qui ne sont pas accueillis en établissement de soins sont accueillis à l'école. Et comment l'école elle-même doit faire face à toutes ces problématiques. C'est quand même... c'est dur. C'est très dur. Ok. Bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. Si vous voulez mettre en circulation d'autres remarques, d'autres questions. Sinon, on va conclure. On va peut-être... Ah ben tiens, Blandine. Ouais. Je sais pas, ça me vient... Moi, ça fait très très longtemps que je n'ai pas travaillé avec des enfants, mais par contre, l'histoire de tenir debout et l'histoire aussi des enveloppements, j'avais des images, des pensées plutôt, côté adulte. Alors, je ne sais pas, ces deux anecdotes, on pourrait dire... le peintre Louis Souter, qui est un Suisse, justement, qui était à Lausanne, je crois. C'est quelqu'un qui est... c'est un cousin de Le Corbusier. Et donc, il a passé toute la fin de sa vie en asile, sans avoir... il n'a pas eu de troubles psychiatriques francs. Et alors, il y a un de ses amis qui raconte, là, il habitait quelque part, et... il était derrière lui dans l'escalier en sortant de chez lui. Et bon, voilà, il descendait l'escalier, etc. Et aussitôt qu'il franchit la porte, il devient tout courbé. Et il avance comme ça dans la rue. Et voilà, ça m'a fait penser à je sais pas, d'ailleurs, je n'ai pas de réponse sauf qu'un symptôme se manifeste comme ça. Et l'autre anecdote, c'est Pierre Herbart, je crois, qui était secrétaire de Gide, d'André Gide, qui l'accompagne dans son voyage en URSS. Et puis, il reste en URSS après le départ du groupe qui faisait le voyage, et il ne dort plus. Il ne dort plus à l'hôtel, il a des insomnies terribles et tout ça.
Et il en parle au gardien de l'hôtel, et le gardien de l'hôtel, ce qu'il lui propose, c'est un enveloppement. De mettre un drap mouillé autour de lui, comme si c'était banal, enfin, coutumier, voilà. C'était juste des petites associations comme ça. Ah oui, 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 ça a marché, oui. Oui, oui, c'est lui qui le raconte dans un livre qui s'appelle Ligne de fuite, ou enfin, je crois. Est-ce que quelqu'un d'autre Donc, merci pour ce partage. Et par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure sur est-ce que l'approche de Bullinger peut en effet s'ouvrir à d'autres antennes ou à d'autres lieux. C'est vrai que Kittry, ce qu'elle a exposé, c'est très précis, c'est très fin et ça demande une formation très particulière. Comme elle disait, c'est un DU de 2 ans. Mais ça ne veut pas dire que l'approche de Bullinger, comme disait Kittry, peut ne pas se développer dans d'autres lieux. Moi, je suis formée juste à l'approche de Bullinger et c'est vrai que rien que l'approche nous donne énormément en fait, d'appui, nous permet vraiment cet émerveillement. Je sais plus qu'il y a d'émerveillement tout à l'heure. Il est parti. Mais vraiment, l'approche de Bullinger nous permet vraiment ce plaisir dans la rencontre avec l'enfant. Et c'est pareil, ça m'a vraiment émerveillée. Il y a vraiment cet émerveillement que je retrouve dans mes séances, rien qu'avec l'approche ou rien qu'en donnant des appuis posturaux avec les enfants. Et je crois qu'on peut le retrouver. Enfin, je sais que mes collègues, même orthophonistes ou psychologues, se saisissent en fait de rien que quelques appuis qu'à nous approche Bullinger pour vraiment rentrer en relation avec les enfants. Et c'est accessible à tous. Je crois qu'il y a vraiment un truc où en fait là c'est très précis. Il y a quelque chose d'accessible vraiment à tout le monde pour rentrer dans le plaisir avec ses enfants. Oui, je crois, Ling, tu peux rappeler l'usage dont tu as parlé tout à l'heure, l'usage du ventilateur avec les enfants malvoyants et aveugles. Voilà, oui. Bon, ça, c'est donc une expérience que nous avons longtemps travaillé avec Maryse dans 2 services complètement différents et 2 établissements différents, avec les enfants aveugles et les tout-petits, donc après l'annonce du handicap, quoi. Et donc nous utilisions un certain nombre de techniques et que nous partagions avec les parents aussi, parce que c'est important qu'il y ait une éducation vis-à-vis de la famille. Et Bullinger, il avait inventé cette histoire avec le ventilateur, c'est-à-dire qu'il faisait remarquer que les enfants aveugles de naissance, ils n'ont pas conscience que le dos est fermé. Vous voyez, ils ont une représentation du corps telle que, comme ils ne touchent pas leur dos, ils n'ont pas le sentiment que le dos est fermé. Pour nous, c'est difficile, mais nous, on a construit une image du corps telle que le dos est effectivement fermé et que nous sommes un mobile dans l'espace, que le corps humain, que nous sommes un mobile dans l'espace fermé sur lui-même. Mais pour fabriquer cette représentation-là, il faut la vision. Voilà. Et sans vision, elle ne se fabrique pas. Donc il faut trouver des contournements. Et notamment, c'est-à-dire des expériences sensorielles qui contournent le problème du manque de vision, et par exemple, l'utilisation du ventilateur, faire tourner l'enfant aveugle dans le flux d'air. Et là, en tournant, il y a un sentiment de continuité de l'enveloppe corporelle qui se construit. Il y a un éprouvé tactile de la fermeture du corps sur lui-même et d'être dans un mobile fermé sur lui-même. Vous voyez, et qu'il faut inventer quelque chose, un dispositif sensoriel particulier pour pouvoir aider l'enfant, enfin pour pouvoir lui permettre d'accéder à cette construction. Voilà, c'est un exemple. Ça me fait justement rebondir que, par exemple, maintenant, donc le ventilateur, on s'en sert beaucoup en psychomote, et dans tous les bureaux, maintenant, nous, au CMPP, il y a des ventilateurs pour justement faire exister cette enveloppe auprès d'enfants et même, du coup, des collègues assistantes sociales, orthophonistes, psychologues. Donc, c'est des petits flux sensoriels comme ça qui font en effet exister l'enfant qui peut, du coup, être utilisé, pas que en psychomotricité, mais de manière globale. Ouais. Et c'est justement aussi la richesse de Bullinger, c'est, je trouve, d'être complémentaire à beaucoup d'approches théoriques, comme on disait, donc, de Winnicott, dans la théorie de l'attachement aussi. Moi, du coup, je trouve que c'est très complémentaire, mais aussi donc, dans l'autonomie. Moi, ça me parle aussi beaucoup, l'autonomie. Et je trouve que ce dialogue tonique et émotionnel, du coup, c'est très complémentaire aussi. Enfin, il vient, du coup, relier beaucoup d'approches et de penser de manière globale un enfant et une famille.
celui qui a inauguré l'histoire, c'est quand même un Joria Guerra avec le concept oui. de dialogue tonico-émotionnel. Oui. Hein, c'était quand même fort, ça. C'est quelqu'un de... Bon, il semblerait que ce soit le créateur, l'initiateur de l'école française de psychomotricité à Joria Guerra. Enfin voilà, donc on a là à faire des très très beaux concepts, quoi. Hein. Bon, voilà, j'ai commencé le café en disant que j'étais très contente de réouvrir un cycle de Café Psy. Je suis très contente qu'il se soit passé comme ça aujourd'hui. Voilà, parce que vos interventions nous ont vraiment éclairés et nous ont remis en mouvement par rapport au regard qu'on porte sur ce qui se passe pour un tout petit et ses parents, hein, et son environnement. Merci vraiment beaucoup. Hein, et voilà. On est bien. Enfin voilà. Je crois qu'on peut dire que ça suscite aussi une grande satisfaction et un grand réconfort que de savoir que des petits êtres vulnérables et leurs parents sont pris en compte, sont soignés, hein, d'une telle façon, hein, avec tant d'attention et tant de qualité dans les interventions. Merci. Vous venez d'écouter un Café Psy enregistré samedi 15 octobre 2022 à la librairie Ombre Blanche avec Marie Perrin, psychologue clinicienne au sein de l'Institut des jeunes aveugles, et la psychiatre Catherine Jaune, membre du comité de rédaction de la revue Empan. Réalisation et mise en onde, Radio.